Alors, l'Empire ottoman au XIXe siècle, pour dire la vérité, c'est pas strictement mon domaine de spécialité. Moi, je travaille plutôt sur les provinces arabes de l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman, vous le savez, c'est une construction politique considérable, une des plus grandes de l'histoire. Et elle s'étend tout aussi bien en Europe que autour de la Méditerranée, dans le monde arabe. Ça a toujours été un assemblage hétérogène, un peu comme tous les grands empires, un peu comme l'était l'Empire carolingien, un peu comme l'était l'Empire byzantin, dont il est peut-être un peu l'héritier, et qui, du coup, a construit tout au long de son histoire des quantités de compromis entre, je dirais, théorie impériale et contingence locale. L'expansion ottomane, vous le savez, elle a été extrêmement rapide. Elle se fait en quelques décennies au début du XVIe siècle, sous le règne de Sélim III et de Soliman, que nous appelons le Magnifique. Donc en gros, entre 1510 et 1570. Et en l'espace de ces quelques années, on finit par construire une énorme entité qui va de la Hongrie ou des frontières de l'Autriche jusqu'au golfe Persique, de la mer Noire jusqu'aux confins entre l'Algérie et le Maroc, de l'Arménie jusqu'à l'océan Indien. Donc une surface très considérable, une diversité de populations, de conditions climatiques, d'économie très très grande. Très vite, au lendemain de la conquête, on avait eu la mise en place d'un cadre théorique d'administration de ce grand dominium. On pourrait dire un cadre de gestion proprement impérial. Il était d'ailleurs relativement simple. Tous ces territoires soumis à l'Empire étaient divisés en provinces. Dans les provinces, il y avait un certain nombre de représentants du sultan qui sont directement nommés par le sultan pour des périodes courtes, au départ 1 an seulement, et qui administrent l'exécutif. C'est le gouverneur de la province, le judiciaire, c'est le grand cadi, le Qadi al-Askar, qui va imposer la prééminence de l'école hanafite de la dynastie ottomane. Et puis c'est le trésorier qui est chargé de faire parvenir au cœur de l'Empire, à la Sublime Porte, le tribut de la province, et qui donc joue un rôle important dans la mise en place d'une économie impériale qui draine vers le centre les richesses des provinces. Ce système, il est très vite négocié selon les conditions locales. Et on a, au fond, si on fait une coupe, ne serait-ce que à l'extrême fin du XVIe siècle, au début du XVIIe, en réalité une quantité très grande de statuts et de situations assez diverses. Très vite, par exemple, les régences d'Algérie et de Tunisie, les régences barbaresques, comme on prendra l'habitude de les nommer, fonctionnent en réalité comme des cités-États quasi autonomes, qui paient tribut, bien sûr, au sultan, et qui, à ce titre, sont intégrés et dans l'économie et dans la construction politique de l'Empire, mais qui, en réalité, construisent très très vite leur propre mode de fonctionnement, produisent leurs propres élites et jouissent à l'égard de la Sublime Porte d'une assez grande autonomie. En Égypte, on a une sorte de compromis qui se met en place entre ce qui reste de l'ancien sultanat mamelouk et ce que les Ottomans entendent imposer. En Syrie, ça va être à peu près la même chose, avec d'ailleurs très souvent des dualités de gouvernement entre des types de personnel politique et militaire recrutés selon des procédures assez différentes. Et on pourrait multiplier les exemples. On a aussi des États vassaux qui sont laissés autonomes mais qui payent tribut. On aura toutes sortes de statuts possibles. Des historiens qui travaillent sur des empires très différents vous diront que ça n'a rien de très surprenant et que l'empire de Charlemagne, qui avait un modèle idéologique très très fort, celui de l'Empire romain, a finalement très très vite lui aussi composé avec la diversité des situations locales pour négocier des formes d'administration politique des territoires soumis et des populations relativement diverses et adaptées au fond aux contraintes locales. Alors au XIXe siècle, cet ajustement
tant bien que mal hérité des 2 siècles, des 2 ou 3 siècles déjà de la domination ottomane, il va être remis en cause sous la poussée de courants de nature différente. Et c'est de ça que je vais essayer de vous parler, parce que ce qui se passe dans l'Empire ottoman au XIXe siècle, d'abord c'est quelque chose qu'on va retrouver en Europe même, hein. Oserais-je dire, mais peut-être ici, si on peut le dire facilement, que l'histoire de l'Empire ottoman est pleinement une histoire européenne, hein, enfin, ou si l'on veut, que l'Empire ottoman est pleinement intégré dans les équilibres européens durant presque toute son histoire, et en tout cas très certainement au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Alors, comment est-ce que ces équilibres fragiles parfois, mais bon, assez efficaces, commencent à se détruire? Pour le comprendre, il faut remonter un tout petit peu au XVIIIe siècle. La première moitié du XVIIIe siècle est, dans tout l'Empire ottoman, une période de très grande prospérité économique. Alors cette prospérité économique, elle joue sans doute plutôt en faveur des villes que des campagnes, mais c'est un fait qu'à ce moment-là, l'économie ottomane est en pleine croissance. On le savait depuis déjà longtemps pour le Caire grâce aux travaux d'André Raymond, on le savait déjà pour quelques villes de l'Empire ottoman même. Tout récemment, des historiens turcs, des historiens économistes ont apporté de nouveaux éléments au dossier, et il est clair que c'est une période de croissance de la production, de croissance des échanges, qui fait que le XVIIIe siècle est un siècle prospère, riche et prospère. C'est un siècle de relatif équilibre politique, et vous savez que dans le domaine de la production des arts, c'est un siècle marqué par ce qu'on appelle l'ère des tulipes, un art particulièrement élégant et qui aura un très grand succès en Europe au XVIIIe siècle. À partir de 1760, l'ensemble des économies méditerranéennes, parce que pour le coup l'Empire ottoman n'est pas tout à fait le seul frappé, on entre dans une période de récession économique. Alors pour l'Empire, on sait que cette récession économique, elle est considérablement aggravée par des crises monétaires, et que ces crises monétaires sont rendues d'autant plus difficiles à contrôler que le mouvement des échanges est plus important. L'Empire ottoman a toujours été déficitaire en monnaie. Il a importé durant toute son histoire les métaux et les monnaies dont il avait besoin pour faire tourner son économie. Au XVIIIe siècle, cette situation-là s'aggrave énormément. Il y a également, bien sûr, des conflits de plus en plus difficiles avec les autres grands empires centraux, et tout particulièrement l'Empire russe. Il y a un historien anglais que j'aime beaucoup qui s'appelle Christopher Bailey, qui a écrit un très beau livre sur l'histoire de la modernité 19e, 20e, de la modernité politique, et qui dit, au fond, on ne peut jamais faire d'histoire locale à partir du 17e, 18e siècle. Toute histoire locale est aussi une histoire mondiale. Je dirais que l'histoire de l'Empire ottoman, c'est une parfaite illustration de ça. Déjà, pour comprendre comment il se forme, sa genèse, en quelque sorte, il faut peut-être le replacer dans l'histoire de tous ces grands empires du XVIe siècle. Hein. Le XVIe siècle, c'est par définition le siècle des empires. Et ces empires vont très vite, bien sûr, notamment les empires européens, entrer en concurrence. Et les 2 grands concurrents de l'Empire ottoman seront bien sûr l'Empire des Habsbourg, l'Autriche-Hongrie, et puis l'Empire russe. Et ces 3 grands empires tomberont en même temps à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc il y a des dynamiques extrêmement fortes qui lient ces histoires que, pour des contraintes documentaires, on dissocie trop souvent. Et personnellement, j'encourage beaucoup mes étudiants à se nourrir de ces débats nouveaux qui sont nés un petit peu de l'historiographie anglo-saxonne, et qui milite envers ce qu'on appelle la global history, une histoire plus mondiale, alors qui n'est pas une histoire de la mondialisation, n'est-ce pas, mais qui est une histoire plus réflexive sur les phénomènes qui, dans la longue durée, ont amené, au moins sur un certain nombre de terrains, une homogénéisation du monde. C'est la théorie de Bailey.
Donc, 18e siècle, fin du 18e siècle, l'Empire russe, qui est le dernier venu sur la scène des grands débats politiques, c'est à partir du XVIIe siècle, simplement, que le Grand-Duché de Moscovie prend vraiment la forme d'un empire et va continuer son expansion territoriale jusqu'au début du XIXe siècle. Et à partir du dernier quart du XVIIIe, son expansion se fait de plus en plus au détriment des provinces européennes de l'Empire ottoman. Alors, je vais vous épargner la longue liste des guerres, des traités et des pertes, mais il y a toute une historiographie de l'Empire ottoman qui le fait apparaître comme une espèce de flèche qui, au début du XVIe siècle, réussit à conquérir un monde énorme et qui, dès la fin du règne de Soliman le Magnifique, entre en décadence et ne connaît plus que récession. Je crois qu'aujourd'hui, tous les historiens ont un peu renoncé à cette historiographie. En réalité, les choses sont plus complexes. Et le moment où l'on voit effectivement l'Empire ottoman entrer en récession, si on mesure sa puissance seulement à la domination des territoires, c'est plutôt le dernier quart du XVIIIe siècle. Et ces pertes, elles se font essentiellement au bénéfice de l'Empire russe. Alors c'est là la conjonction des crises économiques, des difficultés politiques sur le terrain international, le décrochage qui commence à se faire dans certains domaines, et je pense notamment à l'industrie textile, entre production d'Europe et production ottomane. Tout cela provoque une série de crises qui se jouent très différemment selon les provinces, mais qui vont partout favoriser une sorte de remontée de la revendication locale ou localiste. Et partout, on va voir des élites politiques locales, formées localement ou installées localement, même si elles sont d'origine allogène, qui vont tenter de construire sur un fragment du territoire ottoman une autonomie politique plus grande. Alors, il y a plusieurs expériences qui se jouent pratiquement toutes au même moment et qui vont, par exemple, donner le gouvernement de Ahmed Pacha el-Djazzar en Palestine, autour de Saint-Jean d'Acre, qui réussit à se rendre pratiquement autonome du sultan. C'est en Égypte, de manière plus spectaculaire encore, le gouvernement de Ali Belkébir entre 1766 et 1775. Mais c'est aussi un peu plus tard Ali Pacha de Généna en Épire, qui lui aussi, au prix d'alliances d'ailleurs très complexes, construit une petite principauté à peu près indépendante du sultan. Alors qu'est-ce que ça veut dire indépendante du sultan ? Ça veut dire que le sultan doit nommer en principe chaque année un nouveau gouverneur. Il ne réussit plus à nommer un nouveau gouverneur. C'est le gouverneur en place qui est reconduit, ou bien les élites locales qui destituent le gouverneur en place et qui amènent un homme de leur choix. Et le sultan n'a pas d'autre parti possible que de reconnaître la situation établie. Toute la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe fait donc alterner ces moments de autonomie de fait, pardon, d'autonomie de fait des provinces, et puis des tentatives de restauration ottomane par la renvoi de grands dignitaires, qui sont d'ailleurs tous des figures tout à fait intéressantes, qui sont des grands missi dominici, si vous voulez, qui vont, dans une province donnée, tenter de rétablir dans sa plénitude, dans sa totalité, la légalité ottomane. Donc on a plusieurs exemples. Un des plus archétypaux, c'est la mission d'inspection, en quelque sorte, de Ghazi Hassan Pacha en Égypte en 1786, où il réussit en quelque sorte, en très peu de temps, à faire une espèce de grand ménage. Il demande des comptes à tout le monde, il réorganise un certain nombre de choses. Mais ça ne dure pas, ça ne dure pas grand-chose. Alors dans le cas de l'Égypte, il y aura bien sûr des raisons particulières, puisque l'Égypte est le
pays par lequel commence de la manière la plus spectaculaire la troisième grande ligne d'évolution qui va marquer l'Empire ottoman au XIXe siècle, c'est-à-dire la compétition avec les empires coloniaux d'Europe en formation, ou du moins la pénétration, cette fois-ci militaire, agressive, dominatrice des puissances d'Europe, et cette fois-ci plutôt des monarchies absolues d'Europe dans ce qui était le dominium ottoman. Et la première agression de ce type, c'est l'expédition de Bonaparte en Égypte entre 1798 et 1801. Pour les Ottomans, il y avait des tensions, bien sûr. Il y a toujours une préhistoire des grandes crises de l'histoire. Mais pour les Ottomans de l'époque, le débarquement des Français en Égypte est une chose incompréhensible. Et c'est un vrai choc. Et ce choc, il est important de le comprendre parce que d'une certaine manière, il va être fondateur d'une attitude d'inquiétude et puis un peu de culpabilité. On va, dans les milieux dirigeants de l'Empire ottoman, enfin de toutes les provinces de l'Empire ottoman, commencer à se dire, mais au fond, ces Européens, comment se fait-il qu'ils nous soient supérieurs, au moins sur le plan militaire? Comment se fait-il qu'eux continuent de pousser alors que nous, on recule? Et l'expédition d'Égypte, qui n'a pas changé beaucoup les destinées de l'Égypte, qui n'a pas changé beaucoup, contrairement à ce qu'écrit une historiographie aujourd'hui un peu datée, le destin des relations entre Europe et Empire ottoman. L'expédition d'Égypte a un caractère en revanche matriciel en quelque sorte pour la mise en place d'une certaine construction du rapport de soi à soi et de soi à l'autre. Et les relations que l'on a, très diverses, soit de Jabarti, soit oh, j'ai oublié son petit nom. Turc, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Il n'y a personne pour m'aider. Si, mais il est très connu. Mais comment ça, je peux oublier? Enfin bon, peu importe. Nicolas Turc, voilà. C'est deux relations très opposées, puisque Nicolas Turc va être plutôt favorable aux Français. Jabarti est au contraire très critique à l'égard de l'occupation. Commence par ce constat de sidération. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire et pourquoi est-ce qu'ils débarquent avec une telle armée et autant d'hommes? Alors ça, évidemment, ça va induire, ça va peser très lourdement, bien sûr, sur la politique des relations internationales, l'équilibre des relations internationales en Méditerranée, mais ça va beaucoup agir sur la genèse d'une nouvelle forme de philosophie politique, on pourrait dire, hein, dans l'Empire ottoman. Ce troisième aspect donc de rivalité militaire, hein, de jeu entre les Russes d'un côté et les Européens de l'autre, engendre dès la fin du XVIIIe siècle, dans plusieurs provinces de l'Empire, des volontés de réaction, hein, de réforme. Alors on n'emploie pas encore le mot de réforme, le mot qui est le premier maître mot de cette réaction, en quelque sorte, de l'Empire. C'est le mot d'ordre, c'est le nizam, en arabe ou en turc d'ailleurs, c'est le nizam, c'est le fait de mettre en ordre, d'ordonnancer. Et je ne sais pas d'où vient le choix de ce terme, mais j'ai pour ma part toujours pensé qu'il avait quelque chose à voir avec les armées d'ordonnance en Europe, ce qu'on appelle les armées d'ordonnance, c'est-à-dire les armées à la Turenne, hein, les armées qui manœuvrent au fifre et au tambourin, selon des figures précises, et qui vont être un modèle importé dès le XVIIIe siècle en plusieurs points de l'Empire ottoman. Mais la réforme ne touche pas que l'armée. La première grande expérience de ce type, elle se fait sous le règne de Sélim III, entre 1789 et 1807. Et on en a retenu surtout la mise en place de ce qu'on appelle une nouvelle armée, le Nizam-i Jedid, qui est une armée d'ordonnance. Mais à côté de ce Nizam-i Jedid était également mise en place toute une ingénierie d'État, en quelque sorte, qui impose
qui impose des conseils, des assemblées de consultation, qui imposent une certaine transparence du budget. On ne fait pas de réorganisation d'un service de l'État sans le doter d'un budget propre, d'une instance de contrôle et d'un majlis qu'on prend l'habitude d'appeler meshvere. Alors meshvere, c'est un mot turc formé sur une racine arabe. Et qui veut dire, au fond, conseil. Voilà. La description de ce système de mise en place globale d'une réorganisation des appareils d'État a été très bien faite il y a déjà longtemps par Stanford Shaw. Et on s'aperçoit, quand on travaille sur d'autres provinces, là c'était sur le cœur de l'Empire évidemment, on s'aperçoit qu'on a un peu partout, entre 1770 et 1820, des expériences de ce genre. Alors, cette réorganisation des pratiques de l'État, elle prend aussi par le travers, en quelque sorte, les conditions de production des élites qui servaient jusque-là l'État ottoman, et elle va susciter de très très fortes résistances de la part de deux groupes sociaux principaux, mais qui étaient des piliers de la construction ottomane de l'âge classique. Les janissaires, qui sont un corps d'infanterie d'élite, et les oulémas, qui sont donc les clercs, les docteurs de la loi, les deux groupes étant très fortement liés. Les réformes de Sélim III donc, suscitent une réaction extrêmement violente, des révoltes, et le sultan lui-même est d'abord emprisonné, puis destitué et finalement assassiné. Donc cette expérience malheureuse, elle va conditionner les expériences qui seront conduites bien plus tard. Pour la Turquie, elle va susciter un certain retard, en quelque sorte, puisqu'il faudra attendre les années 1820 pour qu'on revienne vers des expériences similaires. En Égypte, en revanche, après le départ des Français, un officier d'un corps de l'armée ottomane formé en Albanie. Alors on dit souvent que Mehmet Ali est albanais, il n'est pas du tout albanais, il est turc de Konya. Mais ils étaient installés dans une région de Macédoine et ils commandaient un régiment d'Albanais. C'est pour raison pour laquelle on l'appelle l'Albanais. Mais on l'appelle l'Albanais comme on appelle Germanicus, le Germain, ou comme on appelle... Ça n'a pas d'incidence sur son appartenance originelle. Cet officier, donc, est un peu un soldat de fortune, va réussir à faire ce que d'autres avaient fait avant lui, justement tous ces gouverneurs qui tentaient de s'émanciper du sultan en refusant le nouveau pacha qui est nommé chaque année. Il va petit à petit, très habilement, construire sa prise de pouvoir et en 1805, devenir le pacha du Caire et construire très 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 lentement un véritable dominium propre, très très largement indépendant du sultanat ottoman. Alors, je pense que c'est l'épisode le plus connu, un des épisodes les plus connus de l'histoire de l'Empire au XIXe siècle. On a souvent fait de l'Égypte de Mehmet Ali le prototype de l'État moderne dans la région du Proche-Orient. Personnellement, ce n'est pas tout à fait mon point de vue. Je pense là encore que c'est assurément l'imposition de l'État régulier, si vous voulez, peut-être pas encore tout à fait de l'État moderne, et que les modèles qui vont d'abord être utilisés par Mehmet Ali sont précisément ceux qui avaient été testés dans les provinces centrales de l'Empire ottoman à la fin du XVIIIe siècle. Il s'inspire d'abord de Sélim III et regarde plus tardivement vers les formes des monarchies européennes modernes, plus modernes dans leur technicité d'État. Mohamed Ali va par ailleurs avoir une politique d'expansion territoriale, selon des modalités très diverses, parfois à la demande du sultan, parfois dans ses propres intérêts. Et à la fin de son règne, en 1848, non pas à la fin de son règne, puisque justement il se passe quand même des malheurs entre-temps, vers 1830-40, à l'apogée de l'expansion égyptienne, Mohamed Ali dirige l'Égypte actuelle, ou à peu près. Alors c'est toujours très embêtant même de faire une carte de l'Empire ottoman. J'ai pensé
vous montrer une carte, mais c'est très difficile de faire une carte parce qu'on sait très bien où sont les centres des provinces, mais finalement les limites à l'intérieur sont extrêmement difficiles à tracer. Alors certains cartographes, c'est le cas de l'atelier de cartographie de Sciences Po, prennent le parti de faire une espèce de petite bande littorale, mais c'est pas tout à fait vrai pour les historiens, parce que les historiens peuvent voir parfois que des points bien à l'intérieur du désert sont bel et bien rattachés à l'ordre ottoman. Donc voilà, c'est très compliqué. Le fait est que il commence par conquérir les confins de l'Égypte, les oasis, le Sinaï, hein, la Nubie. N'oublions pas que tout ça ne faisait pas forcément partie de l'Égypte dans sa définition ancienne. Et puis, il va ensuite entreprendre la conquête du Soudan. Il est amené très tôt à intervenir au Hedjaz, cette fois-ci à la demande du sultan, pour lutter contre les Wahhabites. Et son fils, Ibrahim, en 1820, détruit le premier royaume saoudien, oui, l'alliance des Al-Saoud et des Wahhabites, en détruisant complètement la capitale qui était située près de Riyad actuellement. Donc pendant à nouveau des années, l'Égypte aura une espèce de tutelle sur les deux villes saintes de Médine et de la Mecque, qui sont restituées au sultan pleinement en 1820. Et puis, il intervient également en Grèce, où se fait jour, dans cette phase donc, de remontée des localismes, peut-être pour la première fois de façon très explicite, le principe des nationalités, selon une dynamique dont l'Europe va donner des quantités d'autres exemples. La Grèce, c'est probablement l'endroit par lequel, pour la première fois, la contestation ou l'aspiration à l'autonomie des provinces prend la forme d'une revendication nationale. Alors, je pense que l'histoire de la guerre entre Grecs et Turcs, elle est connue ne serait-ce que par l'éclat et l'écho que lui ont donné des écrivains et des artistes. Lord Byron, mais sa mort a mis son Longhi, etc. Ce sont des choses connues. La crise de Grèce, elle est doublement intéressante, doublement, triplement peut-être. D'abord parce que désormais, on a cette adéquation entre gouvernement local et aspiration nationale, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Ensuite, parce que les puissances d'Europe interviennent, toutes les puissances d'Europe interviennent de manière très directe dans la crise et imposent au fond leurs solutions. Les Russes en reconquérant l'Attique, les Français et les Anglais en détruisant la flotte égyptienne à Navarin, de façon à maintenir, enfin donner satisfaction aux Grecs. Et la Grèce reçoit sa pleine indépendance en 1829 par le traité d'Andrinople. Alors, la conclusion de cet épisode, elle est importante dans la mesure où elle va être archétypale des manières dont, par la suite, les autres morceaux européens de l'Empire ottoman, les provinces les autres provinces balkaniques vont pratiquement sur ce modèle-là entreprendre de s'émanciper de la tutelle ottomane. Et avec toutes les difficultés que la revendication nationale peut faire naître dans des sociétés qui sont depuis des millénaires des sociétés très plurielles. Hein, voilà. L'adéquation entre territoire, langue, nation, religion. Et c'est une question dont on sait combien elle est d'actualité aujourd'hui. Elle n'est pas partout facile à faire. Donc c'est assez facile de penser un peuple lorsque quelque part, et un État national lorsque quelque part on peut dire les gens qui habitent là, c'est ce petit bout de terre avec cette langue, cette manière d'être, etc., etc. C'est beaucoup plus facile que lorsque vous êtes dans des situations où vous avez une demi-douzaine de langues qui sont parlées, 2 douzaines de religions ou à peu près, et une palette de statuts sociaux, d'habitudes et d'origines absolument considérable. Et les villes
villes, en tout cas, bien sûr, les campagnes, c'est assez différent, mais les villes, même parfois les petites villes de l'Empire ottoman, sont des lieux d'une très très grande diversité, d'une très grande mixité de population. C'est le propre des empires, je crois. Voilà. Et ça, il faut le garder en mémoire, parce que nous sommes, nous, totalement conformés par le modèle politique de l'État-nation, et qu'il nous faut les grandes migrations très contemporaines pour commencer à se demander si d'autres manières de convivialité, de convivence, comme on dit aujourd'hui, ne sont pas possibles. Les empires ont peut-être des choses à nous apporter, non pas sur le modèle nostalgique, on vivait bien, non, on vivait pas toujours très bien la coexistence des populations, mais on avait su les gérer, et voilà, tant bien que mal, on avait su les gérer, et les gérer parfois très durablement. Alors ça, la crise grecque, elle est la première fissure, la première faille qui commence à se faire dans ce système, et il va y en avoir beaucoup d'autres. Très concrètement, le conflit grec, il a aussi une autre conséquence. Le sultan avait promis à Mehmet Ali, en échange de la répression de la révolte grecque, de lui donner un deuxième pachalik, en plus du pachalik d'Égypte. Comme les Européens ont finalement obligé le sultan à perdre la Grèce, il refuse ce deuxième pachalik. Et donc, Mehmet Ali décide d'aller le chercher lui-même. Et c'est l'ouverture de ce qu'on appelle les guerres de Syrie. Il en aura deux. Entre 1828 et 1840, avec dans l'idée au départ d'aller chercher le pachalik d'Acre, de Saint-Jean d'Acre, et puis finalement Mehmet Ali va conquérir toute la Syrie, une partie du Liban, et s'engager à 2 reprises en Anatolie, puisque c'est en Anatolie même qu'à 2 reprises, les armées égyptiennes vont battre les armées impériales à Konya et à Nizib. C'est cet épisode-là qu'on appelle, à proprement parler, la question d'Orient. Parce que là, l'affrontement entre le sultan et son vassal paraît aux puissances d'Europe suffisamment dangereux pour les équilibres régionaux, dont je rappelle encore une fois qu'ils sont aussi des équilibres européens, pour que on prenne le parti de s'allier, parfois en faisant des alliances contre nature, pour mettre en quelque sorte l'Empire ottoman sous tutelle. Et en 1841, signé par le traité de Paris, à la fois l'établissement permanent d'une dynastie héréditaire de gouverneurs en Égypte, et par ailleurs une restauration à minima de l'Empire pour empêcher au fond que ne se reforme une force ottomane autonome. Alors c'est important parce que le personnage de Mehmet Ali, il est extrêmement ambigu, hein, certains historiens d'ailleurs se sont amusés à poser la question de savoir si c'était le dernier des Mamelouks ou le premier des Ottomans, si c'était le dernier despote d'un Moyen-Âge attardé ou le premier prince de la modernité politique. Mais il a surtout été perçu, notamment en Anatolie, comme une sorte de restauration de l'honneur ottoman. Voilà. Même quand il battait le sultan, il montrait que des armées musulmanes, parlant d'ailleurs turc largement, même si les conscrits étaient de plus en plus massivement des Égyptiens de langue arabe, l'encadrement était turc, tout cela avait une force de conquête, une vitalité que les crises de la fin du XVIIIe siècle avaient fait perdre à l'Empire, et en faisant surgir une sorte de doute de soi que Mehmet Ali semblait vouloir effacer. Certains dignitaires ottomans se sont ralliés à Mehmet Ali, et l'alliance que le sultan finit par faire avec les Russes contre son vassal révolté achève de lui aliéner une partie des élites politiques de l'Empire.
Et c'est ce choc, en tout cas, entre Égyptiens et... enfin, bien sûr, tout ça est anachronique. Hein, personne ne se pensait comme Égyptien. Et on ne se pensait pas vraiment comme Turc. Quand on se disait d'Égypte ou de Turquie, on faisait référence à une résidence et à éventuellement une langue, mais pas à une nation encore. Disons, entre la province d'Égypte et le gouverneur de la province d'Égypte et son suzerain, le sultan, va provoquer cette fois-ci au sein de l'Empire un mouvement continu de réorganisation et de l'État et de l'armée qu'on appelle les Tanzimat. Et là, au fond, le sultan, c'est Mahmoud II, puis Abdelmejid, vont promulguer tout un ensemble de règlements et de manières de fonctionner qui, d'une certaine façon, ressemblent beaucoup à ce que Mehmet Ali a fait à partir de 1820 en Égypte. Sauf qu'ils le mettent sous l'égide d'un grand texte qui est une sorte de charte, l'édit de Gülhane, qui est promulgué en 1839 et qui, lui, instaure des principes dont la pratique politique de Mohamed Ali était exempt, comme par exemple l'égalité affirmée de manière claire de tous les sujets du sultan devant la loi, comme par exemple aussi une certaine forme de transparence des règles du fonctionnement de l'État, la suppression de l'affermage de l'impôt qui était particulièrement détesté, le remplacement de la presse par une véritable conscription, etc. etc. Le point qui a été le plus souvent commenté et qui a de fait été extrêmement important dans cet écrit, dans ce rescrit, cet édit, c'est désormais la reconnaissance officielle d'une citoyenneté, enfin, d'un statut de sujétion, parce qu'ils sont encore considérés comme rahaya, c'est-à-dire sujet du sultan, d'un statut de sujétion égal pour chrétiens et musulmans. Et ça, c'est une vraie petite révolution, puisque jusque-là, il y avait un statut, ce qu'on appelle le statut de zimmi, qui faisait quand même des chrétiens ou des juifs, des non-musulmans en général, des sujets un peu de seconde classe par rapport aux sujets musulmans. Alors ça aura des contreparties dans la longue durée, y compris pour le service militaire, mais ça viendra très tard. Hein. Ça viendra très tard, l'incorporation des chrétiens dans l'armée. Cette crise également, elle est importante parce que là, plus que jamais, les grandes puissances, France, Angleterre, Russie principalement, étant garantes de l'exécution de ce traité entre Égypte et Syrie, sont désormais pratiquement, et elles vont le rester de manière quasi continue, des arbitres de la politique intérieure ottomane. Alors, les décennies, qu'on appelle les décennies des Tanzimat, à partir de 1840 et jusque dans les années 1870, génèrent partout dans le monde musulman anciennement ottoman, des politiques de réforme qui vont... D'abord parce que les Tanzimat, c'est aussi un corps de réglementation, de loi, et que ce corps de loi, il est le même pour toutes les provinces de l'Empire, et vont générer partout des réformes qui vont, par exemple, largement promouvoir l'enseignement. Hein. On a partout des fondations scolaires importantes, en Tunisie, en Turquie, bien évidemment, en Égypte, en Syrie, et qui vont donner, en quelque sorte, être les ancêtres des systèmes d'enseignement sécularisés, modernes, quoi, hein, ceux qui existent encore, je veux dire. C'est un peu des ancêtres de l'université. On n'en est pas encore véritablement à créer un espace de participation politique égal pour l'ensemble des sujets qui ne sont pas encore des citoyens. En revanche, c'est aussi à partir de cette période-là que se développe une vraie presse, là encore partout dans le monde ottoman, une vraie presse, et avec la presse,
une pratique du débat, y compris du débat politique, qui donne l'embryon de ce qu'on peut appeler un espace public de type moderne, enfin, dans la définition d'Habermas, par exemple. Cette évolution, donc, elle est à la fois semblable un peu partout, que l'on regarde l'Afrique du Nord, l'Égypte, la Syrie, l'Irak ou l'Anatolie. En revanche, elle se fait concrètement un peu à chaque fois selon des procédures particulières. Elle accentue en quelque sorte la différenciation locale des différentes provinces de l'Empire ottoman, même sous administration d'un régime de loi commun. Et cette évolution-là explique qu'à l'extrême fin du XIXe siècle, lorsque commence à être contesté l'absolutisme même, hein, le régime du sultan, c'est quand même un régime absolu, exactement comme l'absolutisme impérial est contesté à l'époque dans l'Empire des Habsbourg ou dans l'Empire russe, les palettes d'expression vont aller de la protestation nettement nationaliste, qu'elle se soit en Tunisie, en Égypte ou en Syrie ou au Liban, et vont aller ou vers des formes de néo-ottomanisme, où l'on estime que un empire ottoman rénové, réformé, réorganisé, pourrait au fond être le meilleur outil possible pour résister à la pression des Européens. Et partout, on va trouver des oppositions dans des mouvements politiques qui sont ceux qui vont porter l'émancipation définitive à l'égard de l'Empire après la Première Guerre mondiale. On va trouver des palettes d'énonciations qui vont aller du localisme le plus fort, du particularisme le plus fort, jusqu'à des formes très variées de néo-ottomanisme ou de panislamisme. Et cette période-là, qui commence vers 1875-80, avec la mise en faillite des caisses publiques de l'Empire, de la Tunisie et de l'Égypte, c'est à proprement parler la période du réformisme musulman. Et ça, c'est très intéressant parce que dans cette période-là se forment les idéologies qui font encore référence aujourd'hui dans la formulation, alors bien ou mal, hein, les gens qui se réfèrent à ce réformisme de la fin du XVIIIe siècle, ils ont rarement lu les grands auteurs qui ont jeté les fondements doctrinaux de cette pensée réformiste. Mais enfin, voilà, c'est encore à ce monde-là que sont référés bien des éléments du débat sur le rôle politique de l'islam dans les sociétés d'aujourd'hui. C'est dans cela que le XIXe siècle est un siècle tout à fait intéressant et fondateur. Je vais peut-être m'en tenir là pour laisser du temps à la discussion.